Bonjour à tous et bienvenue sur cette review du Salon de la Photo 2018. Avant tout, je tenais à m'excuser pour le retard que j'ai mis pour sortir cette vidéo. J'ai eu quelques petits soucis de santé, je me suis fait hospitaliser, en tout cas tout va beaucoup mieux maintenant. J'ai pris beaucoup de retard mais je vais essayer de rattraper ça pendant les prochaines semaines, les prochains mois et je vais essayer de vous proposer un contenu vraiment très régulier. Normalement, si tout se passe bien, je devrais avoir une vidéo par semaine à vous sortir sur les 1 ou 2 prochains mois. Je m'avance pas trop mais en tout cas je suis en train de vous préparer quelque chose de vraiment très cool, donc abonnez-vous pour être les premiers tenus au courant. Alors le salon de la photo, c'est un grand forum qui se déroule tous les ans au niveau de la porte de Versailles sur Paris. On va y retrouver des écoles, des entreprises, des magasins qui vont faire beaucoup de conférences, d'ateliers, de démonstrations. Mais moi ce qui m'intéressait surtout, c'était de pouvoir venir voir les marques pour voir les nouveaux modèles qu'ils allaient proposer en 2019 et pouvoir faire tout plein de tests et d'essais. En arrivant, impossible de passer à côté du stand Lumix Panasonic qui était très grand. C'est une marque qui est connue pour ses hybrides au format micro 4 tiers avec notamment le GH4 et le GH5. Cette année, il nous révèle la sortie de 2 mirrorless, cette fois-ci avec des capteurs full frame directement en concurrence pour Sony. Ces modèles vont s'appeler le S1 et le S1R. On ne pouvait pas les prendre en main, c'était des prototypes, ce n'étaient pas des versions finalisées. Cependant, on a quelques petits aperçus des caractéristiques techniques qui pourront être dans ces boîtiers. Ils auront respectivement 24 et 47 mégapixels. Ce seront des boîtiers qui seront tropicalisés. Ils reprendront un petit peu les dimensions d'un robuste réflexe APS-C, mais avec de grosses performances. Vidéo 4K en 60 fps, double stabilisation, obturateur très grande vitesse, autofocus ultra rapide, écran LCD inclinable sur 3 axes, de quoi faire pâlir un Sony Alpha 7 R3. Concernant ce boîtier, ils auront une nouvelle monture qui s'appelle la monture L. C'est une triple alliance entre Lumix, Leica et Sigma afin de proposer une monture commune afin de maximiser la compatibilité des objectifs. Soyons tout de même rassurés, Panasonic ne compte pas abandonner le format micro 4 tiers même avec l'arrivée de ces full frame. Ils veulent se constituer une bonne place sur le marché grâce à 2 segments totalement différents. On poursuit avec Fujifilm et leur super gamme d'hybrides au format APS-C avec un look rétro. Ils annoncent un tout nouveau produit qui va se nommer le X-T3 grâce à un nouveau capteur qui est le X-Trans BSI MOS 4 couplé au X-Processor 4. Cela va permettre un autofocus beaucoup plus réactif, une meilleure rafale, un viseur plus précis, un mode vidéo 4K et beaucoup d'autres belles choses. Ce boîtier était à l'essai devant le quadruple champion du monde de BMX Flat. Cependant, il y avait beaucoup de monde et je n'ai pas eu l'occasion de le prendre dans les mains. Sony, qui est revenu en force depuis quelques années, nous dévoile aujourd'hui l'Alpha 7 III. C'est un modèle qui reprend de nombreuses évolutions sorties de l'Alpha 9 ainsi que de l'Alpha 7 R3. C'est un hybride full frame polyvalent et très bon, que ce soit en photo ou en vidéo. 24 mégapixels, stabilisation 5 axes, plage ISO allant jusqu'à 204 800, batterie gonflée à 2280 mAh, module autofocus 4D, 4K, S-Log 3 et plein d'autres choses. Après beaucoup de réflexion, je pense que ce type de boîtier a vraiment un bel avenir devant lui. Le seul bémol que je trouverais à Sony, c'est d'avoir un parc optique vraiment restreint, cher et encombrant. Ce qui va donc m'amener à parler de Tamron et de la sortie de leur nouvel objectif, le 28-75 f2.8 DI3 RXD. La marque avait déjà commencé à se moderniser il y a quelques années et là aujourd'hui ils reviennent sur le devant de la scène en lançant le tout premier modèle de leur prochaine gamme dédiée à la monture Sony FE. Pour le moment on n'a pas plus d'informations que ça sur le reste de la gamme, c'est quelque chose qui est encore tenu secret, mais en tout cas selon l'un des directeurs de Tamron France avec qui j'ai pu discuter, l'avenir s'annonce très prometteur. En tout cas moi j'ai pu tester ce petit objectif et je dois avouer que j'ai été bluffé par le piqué vraiment très net ainsi que le bokeh incroyablement doux que cela peut donner sur un capteur full frame comme celui de mon Alpha 7. Sigma quant à lui va étendre sa gamme avec 4 optiques cette année. Un 70-200 f2.8, un 6600 f4.5-6.3 pour la série Sport. Certains d'entre vous connaissent l'amour que je porte à la série Art. Celle-ci va s'étendre grâce à l'arrivée d'un 28 et d'un 40 mm f1.4 compatible plein format. Ainsi la gamme va pouvoir proposer un panel vraiment très complet de focales fixes ultra qualitatives qui vont commencer à partir du 14 mm, 20, 24, 28, 35, 40, 50, 70, 85, 105 et 135, tous compatibles en full frame. Le seul petit regret que je pourrais exprimer, c'est de ne pas avoir eu le temps de tous les essayer en détail. Je ne désire pas parler des marques Pentax et Olympus qui pour moi sont deux marques assez vieillissantes et que je n'aime que
que je n'apprécie pas forcément. Excusez-moi, j'ai dû m'absenter un petit peu, du coup il va y avoir une différence de lumière en tout cas au niveau de la vidéo. J'étais en train de dire donc que les deux géants Canon et Nikon étaient revenus en force en proposant leurs tout premiers hybrides pour essayer de faire concurrence aux autres marques. Ces deux marques qui sont sur le marché du réflexe depuis très longtemps et malheureusement je trouve qu'ils arrivent beaucoup trop tardivement sur ce marché là parce qu'on a Panasonic et Sony qui sont déjà là depuis un petit bout de temps maintenant et qui se sont déjà construits une communauté assez fidèle et assez présente. En plus de ça, ils arrivent avec des produits qui ont un léger retard technologique par rapport à ce que font déjà les concurrents. Selon les utilisateurs, le capteur du Z7 serait moins bon que celui du D850 qui est un des best-sellers de chez Nikon. L'arrivée du XQD qui est très onéreux ne plaît vraiment pas à tout le monde. La capacité des batteries du Z6 et du Z7 sont totalement dénigrées, encore plus mauvaises que celles de Sony, c'est pour dire. Il y a un mauvais rapport prix-performance qui est souligné par de nombreux utilisateurs et certains internautes vont même parler d'un système incomplet et sans innovation. Concernant l'EOS R, il est un petit peu mis dans le même panier. On peut parler par exemple de son crop de 1,8 quand on veut filmer en 4K, ce qui est assez rédhibitoire pour énormément d'utilisateurs parce qu'on ne peut pas avoir de plan assez large et ça réduit tout de suite énormément la focale. En plus de ça, ses capacités sont bridées afin d'être placées dans une gamme et segmentées pour ne pas faire de l'ombre aux autres modèles de la marque. La résolution et les fréquences d'image sont en dessous des concurrents et il y a également le manque de stabilisation du capteur qui fait qu'ils sont légèrement en retard par rapport aux autres. Le seul avantage que pourrait avoir Canon, c'est son autofocus dual pixel mais qui commence à être rattrapé par la concurrence. Du coup, pour l'année 2019, je ne sais pas comment ça va se présenter pour ces deux marques là, mais j'ai vraiment hâte de voir ça et de voir quel avenir va être réservé à ces deux marques. J'aurais pu parler de Leica et Hasselblad qui sont vraiment deux très jolies marques avec de très beaux produits. Cependant, j'ai pas eu le temps d'aller les voir et en plus de ça, c'est des produits que je connais pas suffisamment parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas tous les jours, faut avouer. Du coup, voilà, j'essaierai de me concentrer là-dessus peut-être l'année prochaine au salon de la photo 2019. Pour sortir un petit peu du monde de la photo et de la vidéo traditionnelle, par contre, on peut parler de la marque DJI. Ils ont sorti un nouveau drone cette année, le Mavic Pro 2, qui embarque en fait une caméra Hasselblad avec capteur de 1 pouce et une ouverture réglable de f2.8 à f11, ce qui permet vraiment de pouvoir moduler un petit peu plus facilement ses réglages que sur les autres drones et d'avoir des capacités, des performances photo et vidéo juste incroyables. En drone, c'est du quasi jamais vu. Ils ont également sorti le Mavic 2 Zoom qui permet en Full HD de passer d'une focale de 24 à 48 mm sans perte de qualité. En tout cas, je trouve que c'était vraiment un superbe salon. Mon seul petit regret, en fait, c'est de ne pas avoir eu le temps de filmer tout ce que je voulais filmer et de ne pas avoir eu le temps d'essayer tous les produits que je souhaitais. J'étais en train de monter la vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de Samyang. C'est une marque très connue pour ses focales fixes avec un focus manuel et cette année ils font un gros pas en avant en sortant leur première gamme d'objectifs autofocus. On va retrouver tout plein de produits allant du grand angle à des angles beaucoup plus resserrés comme un 85 mm par exemple et j'ai eu l'occasion d'en prendre plusieurs dans les mains. Premièrement, en termes de finition, je trouve que le fût métallique est vraiment très agréable et que la bague de mise au point est très fluide. Pour une marque qui se veut vraiment très accessible en termes de budget, je dois avouer que la finition est assez bluffante. J'ai eu l'occasion d'essayer premièrement le 14 mm f2.8 qui est donc un grand angle assez lumineux. Pour les premiers objectifs autofocus de la marque, je dois avouer que j'ai été assez bluffé par celui-ci. Il est réactif et très performant. J'ai également eu l'occasion d'essayer le 35 mm f2.8 en version Pancake. Pancake, c'est un objectif qui est très fin, très léger et facile à transporter. En termes de finition, je ne vais pas en reparler, il est pareil que le reste de la gamme, c'est-à-dire très bien fini et je n'ai rien à redire là-dessus. En termes de performance, j'ai été assez étonné par ce petit objectif qui sort dans le commerce à 300 €. Même si on peut retrouver dans le commerce des 35 mm beaucoup plus lumineux comme du f1.8 ou f1.4, je dois avouer que ce petit f2.8 permet quand même d'avoir un très beau bokeh et que le sujet est très piqué et se détache parfaitement de l'arrière-plan. Ce qui m'a surtout séduit sur cet objectif, c'est sa compacité. En effet, si je le couple avec mon Sony Alpha 7, ça me fait un setup très minimaliste, assez fin et facile à transporter. En plus de ça, dans une précédente vidéo, que je vais vous mettre juste ici, je vous avais dit que la focale de 35 mm était parfaite pour de la street photographie. Je pense donc très prochainement m'acheter ce modèle pour le coupler à mon Sony et me faire un setup street photo que je pourrais emmener absolument partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Attendez, ne partez pas tout de suite, je vous avais promis un bonus, il arrive tout de suite. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se revoit très bientôt.